a deux aspects qui vont traverser quasiment tous nos vies, en tout cas pour un seul, c'est sûr. C'est la mort et la conjugalité. La mort, bien sûr, nous sommes tous concernés pour nos proches et pour nous-mêmes. Et la conjugalité, c'est l'organisation de la vie. Pardon? Vous m'entendez tous, c'est bon? Oui. Et la conjugalité, c'est l'organisation de la vie de couple qui peut évidemment se décliner dans le Code civil et dans toutes les lois successives selon des statuts divers et variés au fur et à mesure des évolutions législatives. Donc, sur une petite période de 45 minutes, on ne va pas aborder tous les éléments, bien sûr, faire un panorama, et on va s'intéresser ici spécifiquement à la protection du conjoint, du partenaire ou du concubin, et on parlera un peu de la transmission aux enfants. Alors, le conjoint survivant. Conjoint, dans le Code civil, c'est celui qui était marié avec. Donc, on est bien dans le cadre du mariage, pas dans le cadre d'une autre conjugalité de type pax ou concubin. En pratique, dans le langage courant, nombreux de mes clients par-dessus leur conjoint ou de leur ami, etc. Mais juridiquement, le conjoint, c'est celui avec qui vous êtes marié. Alors, il y a tout un enrichissement juridique sur qu'est-ce qui se passe pendant le mariage. Ça, c'est l'essentiel des régimes matrimoniaux, mais on ne va pas en parler ici. La question qui se pose, c'est si je suis marié, que mon conjoint décède, ou si moi je décède, qu'est-ce qui se passe? Alors, avant la loi du 13 décembre 2001, il ne se passait pas grand-chose parce que le conjoint n'avait droit à pas grand-chose. En réalité, nombre de gens qui se sont mariés avant 2001 ont eu souvent le réflexe d'ailleurs de faire une donation au dernier vivant, une donation entre époux, puisque sinon ils se retrouvaient dans une situation de grande fragilité patrimoniale suite au décès de son conjoint. Aujourd'hui, la donne a un peu changé. On verra que demeure dans certains cas l'intérêt de faire des donations entre époux, puisque la loi elle-même prévoit que le conjoint peut recueillir une partie de la succession de son conjoint prédécédé. Alors bien sûr, il y a des cas et des hypothèses qui ont été envisagées différemment par le législateur. La première hypothèse, c'est une hypothèse, on va dire, classique, en dehors de la famille recomposée, qui prend de plus en plus de place dans la société. C'est l'hypothèse où la personne décédée laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant. Autrement dit, c'est l'hypothèse où il n'y a pas d'enfant. Le Code civil nous dit d'un autre lit. Vous comprenez tout ce que ça veut dire. Et dans cette hypothèse, on va dire, de famille très classique, eh bien, la loi est assez protectrice, puisque le conjoint recueille à son choix. Donc il faudra qu'il choisisse. Il vient de perdre son époux ou son épouse, et face au notaire, le notaire demandera de choisir entre l'usufruit des biens du défunt ou la propriété du quart des biens. Alors, première remarque, est-ce que l'usufruit ou le quart, c'est la même chose? Pas du tout. L'usufruit, c'est le droit d'utiliser les biens. Alors, on va prendre le cas d'une maison. Le défunt lui laisse une maison et donc cette maison se trouve dans la succession, mais il n'y a que des enfants communs, on est dans ce cas-là. Donc l'usufruit de la maison, c'est le droit de l'utiliser, ça veut dire de l'habiter, ça veut dire le droit d'inviter qui on veut, le droit de la laisser sans personne dedans, de la meubler comme on l'entend, bref, l'usufruitier a l'usage, il est maître de l'usage que l'on fera de la maison, de son vivant. Et l'usufruitier, vous voyez que c'est un mot composé de usu, d'utilité et fruit, donc ça donne usufruit, c'est aussi le droit de percevoir les fruits, comme un arbre on pourrait... si vous êtes usufruitier d'un verger, vous avez le droit de cueillir les pommes. C'est le Code civil. Et si vous êtes usufruitier d'une maison, vous avez le droit de percevoir les bruits. C'est la même chose. Alors,
Est-ce que c'est totalement protecteur? C'est beaucoup mieux qu'avant. Avant, il avait droit à un quart en usufruit, c'est-à-dire quasiment rien, avant 2001. Mais attention, il y a quand même des pièges, parce que cet usufruit ou ce quart ne s'exerce que sur les biens existants au décès. Ce qui fait que si mon conjoint qui est prédécédé avait tout vendu, tout donné, l'usufruit ne s'exercera sur rien. Donc évidemment, il faut laisser de quoi, il faut laisser matière pour que l'usufruit puisse s'exercer sur quelque chose de concret. Bon, je vous ai parlé de l'usufruit, évidemment la propriété du quart aussi, c'est une option, mais entre nous soit dit, il n'y a aucun intérêt. Vous avez une maison dans la succession, qu'est-ce que vous préférez? Pouvoir l'utiliser, la louer, en percevoir les loyers, ou rentrer dans une indivision avec vos enfants en ayant un quart? Aucun intérêt. Donc ce quart n'est quasiment jamais opté en pratique. Voilà comment la loi prévoit les choses. C'est relativement plus généreux que ça existait avant, et on a quand même une protection déjà légale. Donc celle-là, elle est de droit. Vous n'avez pas besoin de faire un testament ou une donation entre époux. À partir du moment où vous avez des enfants communs, vous avez cette protection légale. Si vous êtes en famille recomposée, on va en parler après, évidemment la stratégie devra être différente. Est-ce que là-dessus, vous aviez des questions? Non? C'est bon? C'est clair? Bon. Il y a des questions, monsieur. Ah. Alors. Si dans l'ordre pour le quart en pleine propriété, que deviennent les 3 quarts restants? Alors, ils iront aux héritiers. Donc, madame me disait, si le conjoint survivant opte pour le quart en pleine propriété, mais vous avez vu, on est dans l'hypothèse où on laisse des enfants issus de son union. Donc forcément, ça sous-entend qu'il y a des enfants. L'héritier dans le code civil, c'est l'enfant. Donc les 3 quarts iront aux héritiers, c'est-à-dire aux enfants ou aux petits-enfants, de façon générale. Et donc, si vous optez pour le quart, vous créez une indivision. Et l'indivision n'est pas un état, une situation favorable, puisque ça peut favoriser les mésententes, ça peut être bloquant ou paralysant pour la gestion du patrimoine, que ce soit pour la vente, la location, etc. Là, vous êtes usufruitier du bien dont vous héritez de votre conjoint prédécédé, vous voulez mettre un locataire, vous faites ce que vous voulez. Vous faites l'état des lieux, vous voulez faire des travaux, on va dire, des travaux, pas des travaux lourds, hein, bien entendu, mais vous voulez faire de la petite rénovation, vous faites ce que vous voulez, vous n'avez besoin de demander l'avis à personne. Alors, votre question est intéressante parce que vous m'avez dit, si le conjoint il opte pour le quart, qui recueille les 3 autres quarts? Les enfants. Et si le conjoint opte pour l'usufruit, que recueillent les enfants? Alors ça, c'est, on va dire, un dispositif qui est permis dans le Code civil, qui s'appelle le démembrement de propriété. La pleine propriété, elle est constituée du droit d'utiliser, donc on a l'usus, l'usufruit, le droit de percevoir les fruits, le fructus, mais il y a un 3e droit bon alors ça fait un peu suranné, c'est du latin, mais bon, ça s'appelle l'abusus. L'abusus, c'est le droit de détruire en quelque sorte, de disposer de façon définitive du bien. Ça, c'est les enfants qui l'ont. Et quand on n'a que l'abusus, on dit qu'on est nu propriétaire. Dernière remarque, quand le conjoint survivant opte pour l'usufruit, ce sont les enfants qui sont propriétaires, nus propriétaires. Donc ça veut dire qu'à son décès à lui, eh bien, l'usufruit rejoindra la nue propriété sans formalité, sans qu'il y ait de succession à faire pour cet usufruit. Donc le bien est déjà transmis aux enfants. Donc en plus, par rapport au quart, c'est beaucoup plus intéressant. Je prends le cas de la maison qui appartenait à ce conjoint prédécédé, les enfants héritent de la maison, mais l'usufruit est donné au conjoint, ce qui fait qu'au décès du 2e conjoint, il n'y aura rien à faire. S'il avait opté pour le quart, il se retrouverait où ce quart? Dans la succession du 2e conjoint. Donc il y aurait un 2e traitement successoral à faire, si jamais il n'en avait pas disposé autrement.
Donc vous voyez pourquoi ce quart n'a aucun intérêt quand on est face à ce choix d'option légale entre l'usufruit ou le quart des biens de son conjoint. Après, bon, il y a des petites remarques. Si le conjoint n'opte pas, il est toujours présumé avoir opté pour l'usufruit. Alors, l'hypothèse la plus fréquente, et ça arrive quand on a des couples très âgés, le premier décède, le deuxième, sous le choc, ne le supportant pas, décède 2 mois après. Alors que la succession du premier n'a pas été traitée. Et dans ce cas-là, vous voyez, faute d'avoir choisi son option, il sera présumé avoir dès le départ choisi l'usufruit. Bon, c'est un détail technique, c'est pas très important. Et également, si on n'est pas intéressé par l'usufruit, d'utiliser un bien, de percevoir des loyers, on peut s'entendre avec les héritiers, donc en gros ses enfants, pour qu'ils soient convertis en un capital, ce qui lui permet d'avoir de l'argent frais et éventuellement de l'utiliser à autre chose. Alors les cas les plus intéressants, évidemment, c'est les cas les plus compliqués. Donc, si le défunt laisse d'autres enfants que ceux du couple. Alors on est le cas de la famille recomposée, il y a des enfants issus d'unions différentes. Cas qui est fréquent aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est majoritaire, mais c'est bien un tiers des cas, 25% au moins. Dans ce cas-là, le législateur a considéré qu'on ne pouvait pas donner l'usufruit au conjoint survivant, en tout cas de façon légale. Pourquoi? Alors, je sais, j'ai pas lu les travaux à l'Assemblée nationale, mais j'ai ma petite idée. Sans doute que le législateur en 2001 s'est inquiété du fait que les remariages se faisaient parfois, voire pour pas dire souvent, avec des conjoints d'âge très différents. Donc ça signifie que, prenons un cas, on va dire, un peu caricatural. Vous avez un monsieur qui divorce, qui a 70 ans et qui se remarie avec une dame de 45 ans. C'est un peu caricatural, mais c'est à ça qu'ils ont pensé. Si vous lui laissez donc cette dame, qui n'est pas la mère de ses premiers enfants, donc on est dans le cas, le défunt va laisser d'autres enfants que ceux du couple, les enfants dont on parle, c'est ceux de son premier mariage. Et le législateur s'est dit, mais si on donne l'usufruit à cette dame qui a 45 ans, on va donner l'usufruit à quelqu'un qui a l'âge des enfants du défunt. Et ça veut dire que les enfants du défunt ne pourront jamais jouir du bien, quoi. Moi, ce que je dis souvent à mes clients, mais dans ce cas-là, la succession, en fait, c'est les petits-enfants qui vont en profiter, mais pas les enfants. Alors, il s'est dit, par défaut et par prudence, on fait sauter l'usufruit dans ce cas pour éviter ces hypothèses. Mais vous verrez qu'on peut tout à fait rétablir l'usufruit d'une autre façon, mais cette fois-ci volontaire et non plus légale. Donc, dans ce cas-là, le conjoint n'a droit qu'au quart, et comme je vous ai expliqué, le quart est souvent problématique et inintéressant. Dès lors, le réflexe notarial, c'est de dire quoi au client? Faites une donation trépoux. Et on va voir après ce qu'on peut faire par l'intermédiaire d'une donation trépoux. Mais, bien entendu, on n'est pas idiot non plus, on essaye d'anticiper les problèmes que ça peut régler sur l'entente entre le nouveau conjoint et les enfants du premier mariage, les différences d'âge. Là, c'est du cas par cas, c'est du sur-mesure, bien entendu, pour éviter les conflits. Donc, est-ce que vous avez déjà transmis à vos enfants? Est-ce que vous voulez que l'usufruit porte sur tous les biens ou pas, ou que seulement sur certains biens? Mais ça, on va le voir dans la donation trépoux. Si le défunt ne laisse pas d'enfants, qu'il a toujours ses pères et mères, donc c'est un cas rare, mais que j'ai déjà vu, dans ce cas-là, le conjoint se retrouve à hériter avec ses beaux-parents, si je puis dire. Donc il y a légalement la moitié des biens et ses beaux-parents, l'autre moitié à raison d'un quart chacun. Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère, dans ce cas-là, les 3 quarts vont au conjoint survivant et le quart au beau-père ou à la belle-mère. Et si le défunt n'a ni enfants, ni petits-enfants, ni père, ni mère, ben le conjoint survivant hérite de tout. Je fais une parenthèse, on parle de la vocation successorale légale, c'est-à-dire à défaut d'avoir fait un testament, une donation trépoux. C'est-à-dire si vous ne faites rien et que vous êtes dans ces situations, voilà ce qui se passe. Alors, il y en a, ça peut très bien leur convenir. Mais on va voir après
les actions de manifestation de volonté par donation de tripoux ou par testament, qui peuvent avoir un effet sur la vocation légale. Peut-être que quelqu'un a une question. Oui, je pense qu'on va le lire après. D'accord. Parce que j'anticipe la suite. Voilà. Donc pour résumer, le conjoint survivant est mieux protégé depuis une vingtaine d'années, mais il y a quand même des choses se trappes qui peuvent arriver, particulièrement dans les familles recomposées. Donc à partir de là, il faut se poser des questions. Est-ce que j'ai bien organisé la protection de mon conjoint, ma protection à moi, par rapport à la recomposition familiale qui traverse ma vie, tout simplement. Alors après, dans les droits légaux, il y a également des droits un peu plus accessoires. Il y a un droit temporaire au logement occupé à titre de résidence principale. Celui-là, il est de plein droit, il n'y a pas besoin de dire qu'on veut en profiter. C'est systématiquement votre conjoint décède, vous avez le droit d'habiter, vous avez un droit temporaire d'1 an qui est de plein droit sur le logement, qui était la résidence principale. Après, il y a un droit viager au logement. Alors viager, ça veut dire qu'il s'éteint au décès de celui qui en bénéficie. Donc le droit viager au logement, c'est quasiment l'usufruit en fait, mais ça ne s'applique qu'à la résidence principale. Donc rappelez-vous mon cas précédent, famille recomposée, le conjoint n'a droit qu'au quart. Alors vous allez vous dire, mais mince, il va être en indivision sur la résidence principale, c'est problématique. Oui, mais attention, et j'en ne raisonne que sur la résidence principale, si on est dans cette hypothèse, demeure malgré tout le droit viager au logement. Ce droit, il faut juste indiquer dans l'année du décès qu'on veut l'exercer. Donc attention, il faut l'indiquer au notaire qui devra l'inscrire dans les actes successoraux et le droit viager sera ainsi parfaitement constitué. Il faut se manifester dans l'année du décès. Donc il est important de consulter rapidement son notaire. Là, ma source, c'est le site Notaire de France. Donc, il y a un petit côté publicitaire, mais en même temps, c'est vrai. Si dans l'année, vous ne dites rien, vous ne bénéficierez pas du droit viager. Et alors, l'hypothèse la plus perverse en la matière, c'est la suivante. Vous avez que des enfants issus du couple, donc vous vous dites, j'opte pour l'usufruit, ça ne sert à rien d'opter pour le droit viager au logement, puisque l'usufruit, il est sur tous les biens, y compris la fameuse habitation principale. Et pendant 1 an, il ne se passe rien, et au bout d'1 an, vous découvrez un enfant caché issu d'une autre union. Et bien votre usufruit, il disparaît, puisque quand il y a des enfants de vie différents, c'est le quart. Comme vous n'avez pas opté pour le droit viager, et vous n'avez même pas le droit viager pour vous, alors que vous en avez été de plein droit. Donc la prudence, parfois, je sais que c'est toujours délicat d'expliquer ça aux clients, c'est de faire donc opter pour l'usufruit et aussi pour le droit viager au logement. Comme ça, c'est le côté ceinture bretelle. Si jamais il y avait une surprise, alors ça fait rire les clients. Quand je dis, s'il y a un enfant qui sort du chapeau, au moins vous êtes protégé, en général ça les fait rire. Bon, j'ai jamais eu le cas où ça a été utile, a posteriori, de le faire, mais en fait, on ne sait jamais. Donc voilà la protection légale et les droits accessoires qu'on peut y trouver. Donc à partir de là, il y a une protection légale. Est-ce qu'elle est suffisante? Est-ce qu'elle est adaptée à la situation? Alors avant, la donation entre époux était reine, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient mariés, qui avaient du patrimoine, devaient de faire une donation entre époux, parce que sinon le conjoint survivant n'avait droit à quasiment rien. Alors vous pourriez me dire, mais aujourd'hui, maintenant il y a le choix entre l'usufruit ou le quart. Au fond, c'est un peu ce que donnait la donation entre époux. Pourquoi choisir de faire une donation entre époux? Alors, plusieurs hypothèses. D'abord, la donation entre époux permet d'augmenter les droits légaux. Pour simplifier, c'est pas la peine de retenir, mais légalement vous avez l'option pour l'usufruit, on l'a vu. Mais avec une donation entre époux, vous pouvez aller jusqu'à 1 quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Donc
y ait une quotité disponible spéciale, c'est ainsi qu'on l'appelle. Et donc vous pouvez augmenter les droits du conjoint. L'intérêt, ça peut être par exemple que si on désire vendre, on touchera plus de prix de vente que celle du fruit, par exemple. Donc ça peut être un intérêt, voilà, ça peut être une des raisons. L'autre deuxième raison pour laquelle il faut faire une donation entre époux, c'est le cas que je viens de vous indiquer précédemment. Vous pensez que vous avez que des enfants du même lit, et puis pof, il y en a un qui sort du chapeau. Mais le troisième cas le plus fréquent, c'est la famille recomposée. Vous savez que vous avez eu des conjugalités diverses et successives, et donc il y a des enfants de lits différents. Vous ne voulez pas être simplement limité au quart. Je vous rappelle que quand on a des enfants de lits différents limités au quart, comment on rétablit au moins l'usufruit par le jeu d'une donation entre époux. Attention, la donation entre époux, c'est comme un testament, on peut le révoquer quand on veut. Alors, c'est un peu ce que je me suis un peu avancé sur la deuxième diapositive. Donc, voilà, en présence d'enfants issus du couple, le conjoint survivant reçoit habituellement la totalité des biens du défunt en usufruit ou le quart en pleine propriété, et la donation entre époux lui offre un choix plus important. Voilà, l'usufruit, le quart seulement, et la pleine propriété de la quotité disponible de la succession, et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, un quart en pleine propriété, 3 quarts en usufruit. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails, mais ça dépend aussi du nombre d'enfants. Voilà, par exemple, vous avez un enfant, la quantité disponible c'est la moitié, mais grâce à la donation entre époux, vous pouvez opter pour la moitié de tous les biens, par exemple. Enfin, retenez l'idée que voilà, votre panel de décision et d'options est supérieur à ce que la loi prévoit. Donc il y a une amélioration de la situation. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'un des époux a des enfants issus d'une précédente union, là, au lieu d'avoir seulement le quart, vous rétablissez la possibilité d'opter pour l'usufruit. Alors la question qui se pose, c'est est-ce que quand on est sûr qu'il n'y a pas d'enfants de lits différents, avec les droits légaux, est-ce qu'il faut faire malgré tout une donation entre époux? Eh bien, on pourrait dire que l'enjeu est moins fort et prégnant qu'auparavant, qu'avant 2001, mais malgré tout, elle a des avantages. Et donc j'enlève toutes les hypothèses d'enfants d'unions différentes. Et l'avantage suprême, c'est celui qui est tout en bas de la diapositive, c'est la faculté de cantonnement. Donc qu'est-ce que c'est le cantonnement? Quand vous optez pour l'usufruit légal, c'est l'usufruit des biens existants. Donc l'usufruit de tous les biens. Mais pas, si vous optez pour l'usufruit qui vous est conféré pour la donation entre époux, vous pouvez cantonner cet usufruit. Mon usufruit, je ne l'exercerai que sur l'appartement de Toulouse et la maison de Leucate. En revanche, je renonce à l'exercer sur le chalet à Bougainvielle ou à la Bagnères de Luchon. Voilà. Donc vous pouvez en plus adapter votre choix et adapter votre usufruit au bien sur lequel vous désirez l'exercer. Ça s'appelle le cantonnement. Alors ça peut être intéressant parce que au fond, l'usufruit légal, il vous oblige à prendre l'usufruit de tout. Mais peut-être que vous n'en avez pas envie, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'usufruit? Ça veut dire assumer les charges usufructuaires, donc l'entretien, payer la taxe foncière, payer les abonnements, eau, électricité, etc., etc. Si en tant que conjoint, vous avez des revenus raisonnables, mais pas illimités, peut-être que vous n'avez pas envie de payer toutes ces charges usufruitières. Et dans ce cas-là, vous pouvez dire aux enfants, non mais moi, l'usufruit du chalet de Bagnères de Luchon, je vous le laisse parce que je n'ai pas les moyens. Quoi. Alors que si vous étiez limité à ce que la loi vous propose, vous devriez prendre l'usufruit de tout. Alors après, dans les familles, il y a des arrangements, bien entendu, mais enfin, voilà. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles, apparemment sans raison, vous avez des enfants uniquement communs, vous vous dites, bon, l'usufruit légal me protège, voilà une des raisons pour lesquelles c'est pas inintéressant aussi de faire une donation entre époux. Donc augmenter ses droits et faculté de cantonner ses droits au bien que l'on désire. D'accord?
Et bien entendu, protection contre la survenance d'un enfant non connu par le conjoint survivant. Bon, évidemment, ce n'est pas des situations qui doivent être très agréables. Alors, voilà, j'ai rapidement fait un panorama sur la protection du conjoint survivant. Bon, évidemment, la loi, c'est là où elle a été la plus complète et la plus protectrice. Malgré tout, le mariage demeure le système de conjugalité le plus complet et le plus privilégié par le législateur. Alors aujourd'hui, et dans les générations, on va dire, qui ont 20, 30, 40 ans, le PACS, le partenariat civil de solidarité, le pacte civil de solidarité qui crée un partenariat entre deux personnes, est un système de conjugalité qui a pris un essor incroyable. Alors pour différentes raisons. La première raison, c'est qu'au départ, c'était le seul dispositif qui permettait aux personnes de même sexe de se créer une conjugalité dans une institution juridique consacrée. Bon, ça a été évidemment fini depuis. Alors on aurait pu se demander pourquoi le jour où on a fait le mariage pour tous, on n'a pas supprimé le pacte, puisque c'est pour ça qu'il avait été créé au départ. Et en fait, il est rentré dans les mœurs, et ce qui plaît beaucoup aux gens, alors il y a différentes manières de le voir, mais il y a des gens qui le considèrent comme une espèce de fiançailles juridiquement consacrée, il y en a d'autres qui sont un peu anti-mariage, alors ils ont parfois des bonnes raisons, parce que, j'ouvre la parenthèse, dans le PACS, il n'y a pas de prestation compensatoire. Dans le mariage, oui. Voilà. Donc, je ferme la parenthèse. Souvent, c'est des gens qui ont eu un divorce douloureux et même sur le plan financier qui choisissent le PACS. Bon, mais la question qui va se poser de façon identique, hein, vous avez un couple, vous vous organisez au travers d'un PACS, mais qu'est-ce qui se passe si je décède? Est-ce que je suis protégé comme le conjoint survivant est protégé comme on l'a vu précédemment? Alors je vous le dis de suite, pas du tout. Le partenaire n'est pas un héritier. Il est considéré sur le plan successoral comme un étranger. Il a la même valeur successorale que votre voisin, qu'un ami, c'est-à-dire qu'il n'a droit à quasiment rien. Alors bien sûr, les gens pacsés ont plusieurs options. Pour moi, la meilleure, et je vous expliquerai après pourquoi, c'est de se marier. Mais s'ils ne peuvent pas se marier, que vraiment ils refusent, ils pourraient toujours se dire j'aimerais que mon partenaire survivant, en quelque sorte, hérite de quelque chose. Dès lors, vu qu'il n'est pas héritier de par la loi, le seul moyen de le protéger, c'est un acte de volonté, donc un testament. Alors, le testament, bien sûr, pose plein de problèmes. D'abord, comme c'est un acte de volonté, c'est-à-dire que ce n'est pas la loi, il peut être contesté. Est-ce qu'il est valable? Est-ce que c'est bien lui qui a signé? Est-ce que la personne qui a rédigé le testament était juridiquement capable? Moi, je me souviens, à l'époque, il commençait déjà un peu à vriller, ceci, cela. Bon, le testament, c'est pas parfait, hein, bien entendu. Même s'il y a plusieurs formes de testament, et on peut même parler du testament authentique, qui lui est fait devant deux notaires, qui normalement vous protègent de ce genre de problème. Mais enfin, quoique. Le gros problème du PACS, c'est que comme le partenaire est un étranger, tout ce que vous allez léguer à votre partenaire, c'est comme si vous le léguiez à un voisin, à l'association Les Restos du Cœur, à la SPA, peu importe. Si vous avez des enfants, ils ont un droit absolu depuis la Révolution française qui s'appelle la réserve héréditaire. Et la réserve héréditaire, c'est un minimum légal auquel ils ont droit et dont on ne peut pas les priver, même par testament. Dès lors, vous voyez le problème. Si votre partenaire, mettons, vous avez, je vais prendre un exemple, vous avez trois enfants. Voilà, vous avez 3 enfants, vous êtes pacsé. Le minimum légal auquel ils ont droit, c'est-à-dire leur réserve héréditaire, c'est 1/4 chacun. Donc là, ce qu'on appelle la quantité disponible, c'est le quart restant que vous pouvez librement léguer à qui vous voulez. Et si vous avez un partenaire et que votre seul bien, c'est une belle maison, ben vous vous dites, moi je veux qu'il soit
qu'il puisse vivre tranquillement jusqu'à la fin de ses jours, je veux qu'il puisse en profiter, qu'éventuellement il puisse en percevoir les loyers, donc naturellement vous allez vous dire, je vais lui léguer l'usufruit de la maison. D'accord? Sauf que, je vais vous prendre un exemple. Si vous décédez, vous et votre partenaire, vous décédez à 62 ans, par exemple, et que votre partenaire a le même âge. Ce legs que vous lui faites de l'usufruit sur la maison, eh bien, il vaut 40% de la valeur de la pleine propriété. C'est-à-dire la maison, mettons, si elle vaut 400 000 €, hein, donc c'est facile, 4 x 4, 16, ça veut dire que ce legs a une valeur de 160 000 €. Mais vous voyez de suite que le problème, c'est qu'on dépasse le quart. On dépasse la quantité disponible. Et les enfants peuvent demander la réduction du legs, ou son anéantissement. Et surtout, comme ce qu'on veut léguer, c'est l'usufruit, en fait, on s'apprête à faire un testament qui va être inefficace. Alors, vous pouvez avoir une stratégie différente, prévoir dans le testament que ce legs, s'il est réduit, sera réduit en valeur, c'est-à-dire qu'en gros, le partenaire survivant devra indemniser les enfants jusqu'à qu'on arrive aux 3/4 auxquels ils avaient droit. Et vous pouvez financer ça avec de l'assurance vie, par exemple, qui elle est hors succession. Donc, on n'en tient pas compte dans la réserve, mais vous mettez votre partenaire survivant bénéficiaire du contrat d'assurance vie. Mais en fait, vous voyez, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a toute la stratégie qui est mise en place et déjà plus lourde. Et puis nécessite d'avoir de l'argent pour mettre dans un contrat d'assurance vie, pour indemniser les enfants si jamais ils réclament, et c'est fort probable, leur part de réserve héréditaire. Ils peuvent toujours y renoncer, mais enfin, on n'en sait rien. Surtout qu'on est quand même dans l'hypothèse, la plupart du temps, dans le cadre d'un Pacs avec des enfants, où c'est des enfants qui ne sont pas issus du couple de partenaires. Donc, au nom de quoi devraient-ils faire des cadeaux à quelqu'un qui n'est ni leur papa, ni leur maman, et renoncer à leurs droits à l'issue de leur père ou de leur mère, vous voyez, donc, voilà. Donc, il y a une légende qui circule chez les gens pacsés, c'est que faire un Pacs plus un testament, c'est comme être marié. Donc, je viens de vous démontrer que c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. C'est très dangereux de penser ça. Alors, bien sûr, si les partenaires, lorsqu'ils décèdent, ont des âges beaucoup plus avancés, le fait que, je reprends mon cas, vous léguiez l'usufruit de votre maison à votre partenaire, et que, par exemple, il a 85 ans, et là, la valeur de cet usufruit, c'est 20% de la valeur de la maison, compte tenu de son âge, et là, vous voyez que ce 20% est inférieur à la quantité disponible, qui est de 1/4, 25%, donc ça passe. Les enfants pourront rien dire dans ce cas-là. Mais si vous arrive au malheur, à un âge plus jeune, vous avez, sans le savoir, créé une source de conflictualité, peut-être que vous ne souhaitiez pas léguer à vos enfants ainsi qu'à votre partenaire. Et de toute façon, la protection n'aurait pas été très efficace. Alors le partenaire, il a aussi ce droit de rester dans l'année dans le logement qui constitue la résidence principale, c'est copier-coller sur le conjoint sur le survivant, et la jouissance gratuite également pour le même délai du mobilier. Donc, le testament entre partenaires, il va être efficace si vous n'avez pas d'héritier réservataire, donc si vous n'avez pas d'enfant. Alors là, en revanche, pour vous donner mon exemple personnel, aujourd'hui, quand j'ai des partenaires qui viennent, qui ont des enfants, je les renvoie à la mairie se marier, pour toutes les raisons que je vous ai indiquées. Ils ne sont pas contents, mais ils comprennent. Et la plupart, ils acceptent. En revanche, si j'ai des partenaires qui n'ont pas d'enfants, là, on est dans la ligne. On peut faire ce qu'on veut, en quelque sorte. Donc, si vous n'avez pas d'enfants, vous pouvez tout vous léguer. Et ça ne posera aucune difficulté par rapport à un quelconque respect de la réserve héréditaire. Donc la réserve héréditaire, si ça ne vous parle pas, pensez à la succession de Johnny Hallyday. Voilà. Les problèmes de réserve héréditaire, ça peut aller loin, mais sur le plan judiciaire. Donc là, il y a un petit tableau pour les partenaires, avec ou sans testament.
Donc vous remarquerez que sans testament, le partenaire, sur les 3 cas, n'a droit à rien. Et avec testament, eh bien, s'il y a des enfants, la quotité est disponible. S'il n'y a pas d'enfants, la totalité de la succession, puisque les parents ne sont pas réservataires, ne le sont plus. Et s'il n'y a ni enfant ni parents, la totalité de la succession, c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc en gros, si vous ne faites rien, le partenaire n'a droit à rien. S'il y a des enfants, il a juste droit à la quotité disponible et donc le système n'est pas efficace, parce que si ce que vous lui léguez dépasse, il faudra indemniser les enfants. Et s'il y a un testament et des enfants, là, et pas d'enfants, là c'est la liberté totale. On fait ce qu'on veut. Donc le PACS demeure adapté dans ce cas-là. Sur le plan successoral, je précise. Vous avez des questions? C'est bon? Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous sont pacsés ou s'ils ont des amis, des enfants qui sont pacsés, mais si vous connaissez des gens pacsés qui ont du patrimoine, vous pouvez de suite leur dire que ça va, et qui ont des enfants, bien sûr, vous pouvez leur dire de suite qu'il y a un problème. Ça, c'est clair. Il y a un problème, il faut organiser par un testament. Alors, le testament, évidemment, si vous avez beaucoup de biens, c'est toujours plus facile. Parce que là, vous pouvez léguer un bien ou l'usufruit, vous savez que vous êtes dans la quantité disponible. Mais si vous avez qu'une maison, ou une maison, un appartement, là, déjà, vous êtes plus embêté, plus coincé. Parce que les enfants ont leur droit à leur part de réserve. Bon, actuellement, il y a un débat chez nos spécialistes, les professeurs de droit, sur la réserve héréditaire. La réserve héréditaire, elle a été créée dans le Code civil en 1804, mais pas du tout dans le but qu'on s'imagine. En fait, elle a d'abord été créée par opposition aux règles successorales de l'Ancien Régime qui pouvaient faire que l'aîné héritait de tout, la primogéniture, le droit d'aînesse. Et surtout chez les nobles, parce que évidemment chez les roturiers, à part les bourgeois, il y avait moins de choses à éviter. Mais c'était quand même une opposition en fait au système d'héritage de la noblesse et aussi du monde rural qui avait beaucoup de mal à vouloir diviser les parcelles et diviser les terres et les propriétés agricoles. Et aujourd'hui, elle a un peu glissé, elle est plus vue comme un droit chez beaucoup d'héritiers. Comme si c'était un dû qu'on avait gagné en quelque sorte. Donc des fois, je vois un glissement, ou alors aussi dans un esprit égalitariste. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, contrairement à beaucoup de nos voisins, notamment l'Angleterre, notamment l'Irlande, ou les États-Unis, ça c'est pas nos voisins, les disparités entre héritiers sont très mal vécues. On est devenu très égalitariste. Alors, à tort ou à raison, mais enfin, je constate. Et la réserve est un soutien à cet égalitarisme. Donc, c'est pour ça qu'elle est critiquée. Moi, à titre personnel, je n'ai pas d'avis. Dans certains cas, je trouve qu'elle est bien parce qu'au moins, elle protège des captateurs d'héritage. Et dans certains cas, quand je vois certains enfants qui ne se sont pas occupés de leurs parents pendant 30 ans, qui ne leur parlaient pas et qui viennent à la succession réclamer leurs droits, bon, voilà, des fois j'ai mis quelques réserves et quelques doutes. Voilà. Mais bon, c'est un débat, je pense qu'elle va être modifiée dans les prochaines années. Et après, il y a toute une tranche de la société, alors là, bon, qui ne nous concerne pas, qui rêve de briser la réserve héréditaire, mais pour faire comme Bill Gates, qu'on puisse tout donner à une fondation, pour faire comme Rockefeller à l'époque, qui avait tout. Voilà, les enfants, ils avaient eu que 1% de sa richesse, qui était déjà monstrueuse, et il avait tout donné à des fondations. Aujourd'hui, on ne peut pas le faire en France, hein, puisque si vous transmettez à une fondation, et si vous donnez votre patrimoine à un tiers, en quelque sorte à vos enfants, ben, il ne faut pas que ça dépasse la fameuse quantité disponible. Toujours pareil. Bon. Alors, j'avance un peu trop. Donc, Nous avons une question. Ah. En l'absence d'enfant, est-ce que le conjoint est réservataire ou pas? Est-ce qu'il y a un cas en réserve ou c'est juste un droit classique? Alors, en présence d'enfants, le conjoint n'est pas réservataire. Ah oui, en l'absence d'enfants. Donc la question
La réserve, par exemple, s'il est avec les parents. Voilà, par exemple, si le conjoint est avec les parents. Donc, alors, c'est pas un cas qu'on a souvent, ça. Et j'aurais peur de vous dire une bêtise. Si vous voulez, je le vérifie, je vous réponds après l'intervention. Hein, c'est une bonne question. Donc, oui. En même temps que les deux conjoints décèdent en même temps dans un accident de voiture ou autre, et que les enfants sont en bas âge, qu'est-ce qui se passe? Alors, normalement, dans les décès qui ont lieu dans le même événement, alors c'est très compliqué parce qu'il faut traiter la succession comme si celui avec qui on est décédé n'y était pas appelé et de façon réciproque. Il faut faire, voilà. C'est plutôt la question, mais ça à la limite c'est technique, c'est plutôt la question des enfants en bas âge qui vous intéresse. Bon, les enfants étant mineurs, ils sont incapables juridiquement, donc il y a tout un système de protection qui va s'appliquer à eux, donc il y aura une tutelle familiale qui va être mise en place. En général, ce sont les grands-parents, et bon, il y a un juge quand même qui devra décider, notamment pour accepter la succession. Et il faudra faire un inventaire, c'est les successions avec des mineurs, quoi. Bon, sur le plan héritage, en tout cas, les enfants héritent, qu'ils soient mineurs ou pas mineurs, ça ne change rien. C'est l'organisation et les pouvoirs qui seront conférés aux héritiers qui vont un peu varier du fait des systèmes de protection qu'il faudra mettre en place jusqu'à leur majorité. Bon, voilà, il y aura de la lourdeur administrative, si je puis dire, ça c'est sûr. Mais en soi, ils sont protégés comme n'importe qui. Je ne sais pas si c'était votre question, mais c'est ça. Bon. Alors, pour faire échec au problème de la quotité disponible, le moyen essentiel et utilisé en France et en Navarre depuis toujours, ça a un nom qui s'appelle l'assurance vie. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou mal de faire échec à la quotité disponible, mais c'est une lourdeur et une contrainte qui, dans certains cas, peut être un peu injuste ou inadaptée à la situation. Donc l'assurance vie, vous savez ce que c'est, tout le monde en a plus ou moins une, c'est un contrat par lequel vous versez des primes à un assureur, vous n'êtes plus propriétaire de l'argent, attention, mais vous avez le droit de racheter des parts de votre contrat d'assurance vie, un droit de vous bénéficier d'un droit de rachat en quelque sorte, et bien sûr l'assureur, l'idée c'est qu'il fait fructifier cet argent. Et alors il y a des avantages fiscaux en cas de rachat, c'est-à-dire quand vous retirez des fonds de votre contrat d'assurance vie, qui sont d'autant plus importants que vous avez une durée de détention et de création, de souscription du contrat qui est importante, la fiscalité la plus intéressante étant au bout de 8 ans. Mais vous pouvez tout à fait racheter des parties de votre contrat n'importe quand, ça, y a pas, c'est juste que la fiscalité est un peu moins intéressante avant 8 ans. La fiscalité s'appliquant sur la plus-value que vous aurez fait, pas sur le capital que vous aurez versé au travers de vos primes. Donc ça, c'est le contrat d'assurance en cas de vie. Mais il est toujours prévu dans un contrat d'assurance vie une clause dite bénéficiaire, c'est-à-dire, mais si je décède, qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est magique, vous pouvez mettre qui vous voulez. Et en théorie, les règles de quotité disponible et de réserve héréditaire ne vous concernent plus. Alors, il y a des réserves, il ne faut pas que ce soit exagéré, je ne rentre pas dans les détails, c'est vraiment trop pour en passer une journée sur la question, mais tant que vous êtes raisonnable, vous pouvez faire de l'assurance vie en faveur, par la clause bénéficiaire, en faveur de qui vous voulez, et les héritiers réservataires ne pourront pas vous rechercher à ce titre. Donc pour le partenaire, ce n'est pas intéressant, puisque c'est un moyen de lui transmettre du capital, cette fois-ci, sans et ce problème de quotité disponible et de réserve héréditaire. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi utilisé pour que le partenaire survivant indemnise les enfants s'il y avait une atteinte à la réserve héréditaire. L'exemple que je vous donnais, du fruit de 160 000 € sur un bien qui vaut 400 000 €. Donc voilà comment on complète, comment on indemnise les enfants, ben, on peut utiliser l'assurance. Alors, cas plus rare et bien sûr qui n'est pas recommandé, c'est la donation entre vifs. Donc
la différence avec la donation trépoux, c'est que c'est une donation à cause de mort. C'est si je meurs, je donne. La donation entre vifs, c'est je donne maintenant. Et donner, c'est donner. Pour pas dire, pour prendre l'adage, pour prendre, c'est voler, mais en gros, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, si vous donnez à votre conjoint, d'ailleurs, c'est vrai aussi, ou à votre partenaire, la donation aura un caractère irrévocable. Alors, bon, compte tenu des statistiques, vous prenez un risque, voilà, puisqu'il y a des statistiques de séparation. Donc, c'est pas toujours recommandé, et c'est pour ça que je passe rapidement. Alors, il y a un moyen qui est beaucoup moins connu pour avantager son partenaire, c'est qu'à la souscription du PACS, vous aurez le choix entre deux principaux régimes en dit patrimoniaux. Il s'agit du régime de l'indivision conventionnelle, de la séparation des patrimoines. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous optez pour le régime de séparation des patrimoines, eh bien, tout ce que vous allez acheter pendant le PACS appartiendra à celui qui l'a acheté. Donc, vous avez acheté une voiture, la facture est à votre nom, elle n'est qu'à vous. Si vous optez pour le régime de l'indivision conventionnelle, tout ce que vous allez acheter l'un ou l'autre sera présumé moitié chacun. Donc, vous allez acheter la même voiture, où la facture n'est à votre nom seul, et bien la moitié de la voiture est à votre partenaire, sans formalité. Alors, les gens qui se pacsent par suite d'un mariage malheureux, ils n'aiment pas ce régime de l'indivision conventionnelle. En général, ils prennent la séparation des patrimoines. Mais en revanche, vous vous repaxez avec quelqu'un, et puis vous avez vraiment envie de l'avantager, et puis votre notaire vous a expliqué qu'il y a cette année réserve héréditaire, et vous vous dites, ah mais attends, mais là on va acheter un beau chalet à Biarritz, un chalet, non à Biarritz, une belle maison à Biarritz, et tiens, on va opter pour l'indivision conventionnelle. Paf, t'en auras déjà la moitié. Donc vous voyez, vous avez sur la moitié de la maison, vous avez déjà, entre guillemets, le mot est incorrect, vous avez déjà transmis à votre partenaire. Donc ça peut être intéressant pour ceux qui ont l'option que je viens de vous dire, d'avantager au maximum son partenaire. Ce qui fait que le jour où le premier partenaire décède, dans sa succession, il n'y a plus que la moitié de la maison. L'autre, elle est déjà son partenaire survivant du fait du régime de PACS qu'il avait choisi, qui est un régime d'indivision conventionnelle. Tout ce que j'achète, c'est moitié chacun, même si c'est moi seul qui finance. Bon, on va parler rapidement du concubin. Alors le concubin, lui, c'est une situation de fait qui est plus ou moins reconnue et par la jurisprudence et parfois par la loi, dont la définition est différente si on regarde les aspects sociaux, les aspects fiscaux, donc on pourra en parler également longtemps. Retenez seulement qu'il n'a aucun droit dans la succession et que même si on fait un testament en faveur de son concubin, se pose le problème de la fiscalité qui est à 60%. Donc si je lègue à mon concubin ma maison qui vaut 400 000 euros, déjà c'est 240 000 euros pour l'État. 60% de 400 000 euros. Donc évidemment, ça a un intérêt très limité. Alors, fut un temps où on achetait en tontine, mais je passe rapidement parce que sur le plan fiscal, ça a été complètement cassé. Il y a des gens qui utilisent la SCI également entre concubins. Pareil, c'est beaucoup de bricolage. Moi, personnellement, je n'y vois pas un grand intérêt. Ici, je vous montre ce tableau qui résume mariage, PACS et concubinage. Donc ça, c'est les conditions pour se marier. Donc il faut être majeur. Pareil pour se paxer. Par contre, il n'y a pas de conditions pour être en concubinage. C'est normal, puisque c'est une union de fait. Pour le mariage, c'est à la mairie, bien sûr, avec un formalisme qui est plus lourd que le PACS. Pour le PACS, c'est soit chez le notaire, soit à la mairie. Mais le PACS ne fait pas l'objet d'une célébration, contrairement au mariage. Le Code civil prévoit une célébration du mariage. C'est pour ça que vous allez à la salle des illustres, vous mariez. Alors que le PACS, c'est plus un contrat. Non, parce que moi je conseille à mes clients d'aller à la mairie, parce qu'à la mairie c'est gratuit. Alors les clients qui se paxent chez moi, c'est ceux qui sont très pressés pour
pour différentes raisons. Il y en a qui partent à l'étranger et la mairie leur donne un délai de 6 mois parce qu'ils sont débordés. Donc, hop. Les gens qui sont très pressés aussi parce que le PACS permet, dans le cadre des rapprochements de conjoints de fonctionnaires, d'avoir le même effet que le mariage. Et donc, vite, il y a la nouvelle vague de mutation qui arrive en janvier, je veux un pacsé, ils vont à la mairie, ah ben non, c'est pas avant février, pof, ils viennent nous voir. Et le troisième cas, c'est des gens qui ont beaucoup de patrimoine et qui veulent longtemps discuter avec moi. Et qu'est-ce que je fais, une division, le truc, etc. Bon là, il y a toute une préparation. Mais c'est quand même très rare, c'est un PAC sur 10 000 qui s'est fait chez le notaire. Le coût doit être approximativement de 300 € au lieu de 0. Donc la plupart des gens préfèrent 0. Mais après, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin de conseils. Après, voilà. Attention, malgré tout, j'ai entendu dire beaucoup de clients qu'à la mairie, ils leur disaient qu'est-ce qu'il faut cocher, parce que c'est un imprimé CERFA. Ah ben il faut cocher l'indivision conventionnelle. Alors, j'ai un client, c'est ce qu'il a fait. Il vient me voir et avec un ami, là, il voulait acheter un appartement pour faire de la rénovation. Il est plombier, il est maçon. Je lui dis, attends, vous êtes pacsé, vous avez la convention de PACS? Ah oui, mais ma partenaire, elle n'intervient pas. Bon, ok, ben, envoyez-moi la convention, je ne sais même plus où elle était. J'aurai la convention, indivision conventionnelle. Alors je lui dis, non, mais monsieur, vous achetez avec votre copain, lui il a 50%, mais vous n'avez que 25%. Votre partenaire, elle aura aussi 25%. Et là, il est tombé des nues. Alors je lui ai proposé de faire une convention de PACS modificative. Bon, il y avait un coup. Vous d'aller à la mairie le faire, ça l'a agacé, donc finalement ils ont acheté à 3. Voilà. Mais la découverte a été énorme pour lui. Il n'avait pas compris ce qu'il avait fait. C'est ça qu'il faut voir. Il n'avait pas compris qu'il était en indivision conventionnelle avec sa partenaire sur tout ce qu'ils avaient acheté. Après, en pratique, ça ne l'a pas gêné. Mais ça peut être très gênant quand même. Parce que si vous achetez seul, en tant que pacsé, vous vous dites c'est qu'à moi. Et tout dépend de ce que vous avez coché dans le CERFA à la mairie. Si vous êtes allé chez le notaire, ce problème ne se pose pas. Donc voilà un des intérêts qu'il peut y avoir d'aller chez son notaire. Oui. Est-ce qu'il est possible de changer le régime dans le cas de PACS? Oui. Si on a plus séparation. Oui, vous pouvez. Mais en revanche, ça n'aura d'effet que sur ce qui est postérieur à la modification. Donc si vous avez acheté un bien sous le régime à l'indivision, il est à moitié-moitié. Ensuite, bon, les régimes matrimoniaux, je passe, mais voilà, ce qui était plus important, c'est de parler du PACS ici. Après, dans le mariage, il y a plein de régimes matrimoniaux. La plupart des gens sont mariés sans contrat, donc ils sont sous le régime de la communauté. Et ça ressemble beaucoup à l'indivision conventionnelle dans la communauté. Tout ce que vous achetez est un acquet, c'est pour ça qu'on dit communauté d'acquet, et est présumé moitié chacun lors de la liquidation du régime. C'est la même chose, si vous ne voulez pas ça, il faut faire un contrat de mariage de séparation de biens. Ou changer son régime matrimonial en cours de mariage. Voilà, et ce sur quoi on a parlé, c'est au niveau des droits successoraux. Donc, le conjoint survivant a le statut d'héritier légal, le partenaire n'est pas héritier, il faut faire un testament. Et quant au concubinage, il n'y a aucun droit. Alors voilà, maintenant on a fait un panorama rapide des protections dans le cadre des conjugalités diverses. Donc, bon, il y avait beaucoup plus à dire, hein, bien entendu, mais avec le temps que l'on a, il fallait faire un résumé. Bon, ensuite se pose évidemment, quand on parle de la transmission, on pense aussi aux enfants. Et il y a toujours deux contraintes qui sont intéressantes à lever dans le cadre de la transmission. C'est j'anticipe un conflit potentiel, donc je réalise un partage de mon vivant, ça va être la donation-partage, c'est-à-dire des attributions par héritier, et au fond c'est une succession anticipée, pour simplifier. Et le deuxième, qui vous intéresse quasiment tout le monde, c'est la fiscalité. C'est si je ne fais rien, si je ne transmets pas, qu'est-ce qui se passe? En général, ça se passe moins bien que si on a anticipé, fiscalement,
Donc voilà les deux choses qui intéressent et qui nous intéressent. Alors je vous ai montré un exemple, la donation avec réserve d'usufruit. De quoi s'agit-il? Vous avez, donc là on est uniquement dans un but, on va dire, d'optimisation fiscale. Vous avez le bien, vous avez 60 ans par exemple, et vous avez vu comment l'immobilier a progressé ces dernières années sur Toulouse. Donc voilà, vous avez acheté une maison à 300 000 € il y a 20 ans. Voilà. Et aujourd'hui, vous vous dites, mais ça vaut 700 000 €, 800 000 €. Et alors je prends un cas quand même, mais en fait voilà, ça concerne du monde à Toulouse, puisque aujourd'hui une maison à Toulouse, quand elle est au prix, elle part en 2-3 heures, quasiment. Donc c'est dire, en ce moment il y a une tension immobilière très forte. Et alors, cette maison, vous voulez la conserver, mais vous dites, avec la valeur qu'a pris l'immobilier, mais qu'est-ce qui se passe si je décède? Est-ce que mes enfants vont devoir payer quelque chose? Si je prends mon cas, si je prends le cas d'une maison à 800 000 €, vous avez 2 enfants, je vais vous dire, oui, ils vont devoir payer quelque chose, et ça va leur coûter très cher. Et alors, vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ce que vous pouvez faire, c'est commencer à leur transmettre maintenant, tout en conservant des prérogatives sur ce bien, puisque évidemment, vous ne voulez pas déménager, vous voulez continuer à habiter. Puis si jamais vous voulez déménager, peut-être que vous voulez mettre en location et percevoir les loyers, bingo, cette prérogative s'appelle l'usufruit. Donc vous allez donner la maison à vos enfants en vous réservant l'usufruit. Donc ils seront nus propriétaires, ils n'auront quasiment le droit de rien, il faudra juste leur accord pour vendre, pour détruire la maison d'ailleurs, entre parenthèses, ça en général c'est pas une idée que l'on a, il faudra juste leur accord pour vendre. Et à mon décès, l'usufruit s'éteignant sans formalité, il rejoindra la nue propriété, il n'y aura pas de succession à faire pour la maison. Bonne idée. Mais fiscalement, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en réalité, ce que vous allez donner à vos enfants, ce n'est pas la valeur du bien total, mais la valeur amputée de la jouissance que vous êtes réservé. Et si vous avez 61 ans, 62 ans, cette valeur c'est 40%. Donc si je prends une maison de 600 000 €, 6 x 4, 24, ça fait que l'usufruit que vous gardez, il vaut 240 000 €. D'accord? Donc ça veut dire que ce que vous donnez à vos enfants, la nue propriété, c'est 600 000 moins 240 000, ça fait 360 si je ne m'abuse. Voilà. Et si vous êtes 2 à donner, et que vous avez 2 enfants, chacun ayant un abattement de 100 000 €, je simplifie, ne retenez pas tout ça, mais ça fait 4 fois 100 000 €, et donc on est en dessous des abattements, il n'y a pas de droit à payer. Bon. Donc vous avez transmis 600 000 € en gros en payant sur 360. Donc ça c'est intéressant. C'est très intéressant. Le problème de cette donation avec réserve d'usufruit, c'est quand j'ai des gens de 85 ans qui viennent me voir et me disent « Maître, il faut que je prépare ma succession ». Alors ils peuvent la préparer sur le plan civil, organiser des attributions, et sur le plan fiscal, l'intérêt est limité, parce que quand on a 85 ans, l'usufruit, ça ne vaut plus que 20%. Donc cette espèce de gap qu'on franchit fiscalement à un âge relativement jeune, 50-60 ans, il est moins intéressant à des âges plus avancés. C'est pour ça que je dis souvent que la transmission, l'idéal, si on peut, c'est 10 ans avant la retraite, et c'est très rare, mais au moins y penser quand on arrive à la retraite. Parce qu'on peut encore bénéficier de cette réserve d'usufruit. Je vous redonne mon exemple, maison qui vaut 600 000 €, mais je la transmets, mais en étant taxé que sur 360 000 €. C'est quand même intéressant. Si vous aviez moins de 61 ans, ça serait 50-50, l'usufruit et la nue propriété, donc ça veut dire 600 000, je suis taxé que sur 300 000. Donc, est-ce que j'ai mis un exemple? Ben oui, un exemple, tiens, un donateur de 52 ans veut donner à son fils un appartement qui vaut 200 000 €. Le souci, c'est que l'abattement fiscal est de 100 000 €, il ne veut pas payer de droits. L'abattement fiscal, c'est le montant que vous pouvez donner à votre enfant tous les 15 ans sans avoir de droit à payer. Au-delà, vous pouvez donner et vous commencez à payer des droits. Alors, évidemment, l'appartement vaut 200 000 €. Comment faire? S'il se réserve l'usufruit, la valeur réservée compte tenu de son âge est de 50% de la valeur du bien, soit 100 000 €.
La valeur donnée sera donc la valeur du bien moins l'usufruit réservé. De 100 000 moins 100 000 égale 100 000. Et comme l'abattement est de 100 000, pas de droit à payer. Donc j'ai transmis 200 en payant des droits sur 100. En l'occurrence, en n'en payant pas sur 100. Bon, ça c'est un dispositif qui est assez connu, qui est pratiqué de façon générale, globale et pour pas dire massive, parce qu'il est intéressant. Et surtout, il n'est pas, à mon avis, il n'est pas encore soumis aux règles de l'abus de droit fiscal, c'est-à-dire que ce n'est pas un dispositif douteux. Ce qui serait douteux, en revanche, ça serait de faire la même chose sur un terrain à bâtir. Vous donnez un terrain à bâtir, mais qui vaut 200 000 €, vous gardez l'usufruit. Et qu'est-ce que fait votre enfant? Il dépose un permis, il construit une maison, il y habite. Et là, les impôts pourraient vous dire, attendez, vous réservez la jouissance du bien, mais c'est un peu limite, quoi. Parce qu'au fond, votre enfant, c'est plutôt lui qui en jouit que vous. Alors, bon, ça peut se défendre, mais vous comprenez, le raisonnement serait pas idiot au niveau fiscal, et donc il vaut mieux éviter de faire ça sur un terrain à bâtir. Mais, s'il vous plaît, Oui. vous parlez de la technique des droits de propriété, mais à un moment donné, votre profession connaît beaucoup des risques fiscaux, parce que l'utilisateur voulait contester un petit peu ce mécanisme favorable aux bénéficiaires. Après, on en a tout parlé. Et vous savez, c'est toujours un suspens. Il y a eu une telle levée de bouclier qu'il est allé faire autre chose. Et le législateur a créé un article, le L64, alors je crois que c'est L64 bis du Code des procédures fiscales, le livre des procédures fiscales, qui a créé le mini-abus de droit fiscal, qui dit qu'en gros, maintenant, avant, on condamnait une opération quand elle avait un but exclusivement fiscal, et maintenant on la condamne quand elle a un but principalement fiscal. Donc, en gros, ça donne une latitude d'appréciation à l'administration fiscale plus forte pour venir vous tacler sur un montage. Bon. Mais la donation de biens immobiliers avec réserve d'usufruit n'est pas concernée. Voilà. C'est dans les travaux parlementaires, ça a été dit par le ministre, il n'y a pas de jurisprudence parce que c'est récent, mais on est sûr à 99,9% qu'elle n'est pas concernée. Après, il n'empêche qu'il peut y avoir un abus dans le démembrement de propriété. Je vous ai donné un exemple. Voilà. C'est un peu abusif. Mais si c'est la donation classique d'une maison ou d'un appartement à ses enfants, vous risquez rien. Et bon, le législateur a compris que là-dessus, il ne pouvait pas non plus aller trop loin. Parce que le problème, c'est qu'il y en a des centaines de milliers, voire pour ne pas dire des millions de donations avec réserve d'usufruit en stock, qui ne sont pas encore totalement anéantis par le décès du donateur, donc si vous voulez. Et c'est impensable de remettre ça en cause et surtout de donner un effet rétroactif aux sanctions potentielles. Donc je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas du tout inquiet. J'ai une petite question aussi à poser, s'il vous plaît. Je vous en prie. Cet abattement de 5 000 €, donc on y a droit tous les 15 ans. Si la maison vaut 400 000 €, est-ce qu'on peut donner finalement que partiellement oui. la maison pour pouvoir justement, en étant jeune, bénéficier de 2 fois de cet abattement de 5 000 €? Oui, vous pouvez. Et là, comment ça se passe concrètement? Mais le problème, le seul défaut, c'est qu'il y aura 2 actes. Donc vous ne faites pas l'économie d'un second acte. Vous allez donner, mettons la maison pour 400 000 €, vous réservez l'usufruit, imaginons que vous ayez 52 ans, l'usufruit c'est 50%, donc ça fait 200 000 € de nue propriété, et vous vous dites, je ne peux pas donner 200 000 parce que je n'ai pas envie de payer des droits, donc je donne que l'équivalent de 100 000, c'est-à-dire la moitié, en quelque sorte. Donc il faudra, 15 ans après, refaire un second acte pour donner l'autre moitié. Oui, mais finalement, l'acte coûte quand même moins cher que l'édition fiscale. Oui, mais ça coûterait moins cher de pouvoir faire tout en bloc. Voilà. Moi, je dis souvent aux clients, vous économisez un acte. Là où c'est compliqué, c'est que si vous partez sur votre exemple de maison à 800 000 €, ça va vous coûter aussi une sacrée somme. De toute façon, le seul inconvénient de la donation, c'est que la donation, elle va vous faire des gains énormes si vous la faites assez tôt et avec réserve d'usufruit. Mais en revanche, elle a un gros inconvénient, c'est qu'il faut sortir l'argent aujourd'hui pour payer les frais.
grosso modo, moi, les gaps que je vois, c'est quand je fais des simulations, c'est si vous ne faites rien à fiscalité constante, les prix de l'immobilier ne changeant pas, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a plutôt tendance à faire ça. Mettons, quelqu'un, je lui dis, la succession vous coûte 100 000, vous coûtera 100 000 euros, pas au donateur, parce qu'il ne sera plus là, aux enfants. Et si vous faites une donation, ça va vous coûter 30 000 euros. Par contre, la différence, c'est que 30 000 euros, il faut les payer le jour de l'acte. Alors que les 100 000 euros, c'est peut-être dans 20, 30 ans. Voilà. C'est ça le seul défaut de la donation, si vous voulez. Il faut payer pour gagner de l'argent plus tard. Ou pour soulager ses enfants d'en avoir à payer beaucoup. C'est ça qu'il faut voir. Alors après, bon, ça se simule, ça se calcule, ça s'organise. Il faut faire du cas par cas. Quel le propriétaire acquiert la totalité du bien à la suite du décès du juif routier dont la propriété était au niveau propriétaire, est-il obligé de faire le tract ou c'est automatique? C'est automatique. C'est tout l'intérêt. Il n'y a pas de fiscalité d'une part, et c'est automatique. Alors, c'est automatique dans le Code civil. Après, c'est vrai que les impôts, par exemple, comme ce n'est pas publié, cette extinction du fruit n'est pas publiée au bureau des hypothèques, les impôts, par exemple, ils vont toujours vous envoyer la taxe foncière au nom de l'usufruitier pendant 10-20 ans. Bon, c'est pas grave, vous la recevez à l'adresse, vous payez, peu importe. Mais bon, c'est un détail. Mais ça m'est arrivé, à titre personnel, à la suite du décès de mes parents, vous avez fait le démon moi j'étais propriétaire, et à la suite de leur décès, je continuais à recevoir la taxe foncière. C'est ça. Parce que c'est automatique dans le Code civil. Et c'est automatique dans le Code civil. En fait, pour modifier une taxe foncière, il faudrait qu'un acte soit publié. Un acte indiquant le changement de propriétaire. Et comme il y a une dispense de publication du décès de l'usufruitier, en quelque sorte, vous recevez, moi, dans la maison dans laquelle j'habite, je reçois la taxe foncière au nom de ma belle-mère, qui est décédée il y a 15 ans. Voilà. Bon, on la paye, peu importe. Mais, j'aime ça le nom de l'indivision. Voilà. Oui, une indivision. Je fais les derniers auprès des éléments et sur le plan fiscal, c'est irritable. Dans le cadre du SCI, les donations de parts sont gratuites? Non, c'est la même chose que pour un immeuble. Il faut évaluer les parts. Il faut passer par un notaire? La donation de SCI peut se faire par une déclaration de don manuel. Après, évidemment, je vais défendre ma paroisse. Et l'avantage de la donation notariée, c'est qu'elle peut être une donation partage. Donc il peut y avoir un mélange de parts de SCI, d'autres immeubles, etc. Et donc la donation partage, elle a cet effet de geler en quelque sorte les choses entre les enfants. Et donc c'est plus solide. Et puis, voilà. Mais bon, sinon, vous utilisez l'imprimé déclaration de don manuel et ça marche très bien aussi. Et après, il faudra de toute façon faire une mise à jour des statuts au greffe pour évidemment mettre les statuts en conformité avec les nouveaux propriétaires suite à la donation. Après, votre question, si elle est fiscale, les parts doivent être évaluées et les parts de SCI, elles sont corrélées avec la valeur des immeubles que la SCI détient. Donc au final, il n'y a pas d'avantage théorique absolu. Ce qui peut être intéressant de faire une SCI pour payer moins de droits, c'est que la SCI soit endettée. Là, oui, c'est intéressant. Vous avez une SCI où vous avez donné 2 appartements qui valent 200 000 euros chacun, et il reste 400 000 euros, il reste 200 000 euros de prêts à rembourser à la banque. Et la valeur des parts, de façon très schématique, c'est 400 000 euros à l'actif, moins 200 000 euros passif, c'est égal à 200 000 euros. Et si en plus, et c'est là que vous avez un double effet de levier, si en plus vous faites un démembrement de propriété, vous voyez ce que je veux dire, mettons que vous ayez 55 ans, c'est la réserve du fruit, c'est la moitié. Donc je pars sur 400 000, j'enlève le passif, je suis sur 200 000, j'enlève l'usufruit, je suis plus que sur 100 000. Donc là, c'est double effet, j'ai transmis 400 en payant sur 100 000. Bon, ça se pratique, bien entendu. La SCI, en revanche, pour transmettre, elle a moins d'intérêt sur un plan fiscal si elle n'est plus endettée. Pour la raison que je vous indiquais, qu'au fond, les parts, c'est la valeur des immeubles qu'elle détient. En gros. Ça même, en gros, c'est ça. Donc là, je vous récapitule les abattements. Oui. S'il vous plaît. Pour la donation aux petits-enfants, donation 31 865 par petit-enfant,
Et les frais correspondent à 1594 €, c'est ça? Non, c'est si vos petits-enfants héritent de vous par succession. Ils ont, alors, s'ils viennent en représentation d'un enfant prédécédé, ils vont utiliser cet abattement, ils vont se le partager. Souvent, quand il y a un des enfants qui est prédécédé, vous avez les petits-enfants qui prennent sa place, ils ont droit aux 100 000 €, mais à partager, bien entendu. Non, alors là, c'est un cas très particulier. Je parle pour une donation. Alors, donation, vous avez l'abattement de 31 865 €. Et ces 1594 €. Non, c'est en cas de succession, ça. Ah, d'accord. Voilà. Excusez-moi. Merci. Oui, le législateur favorise la transmission entre vifs, entre grands-parents et petits-enfants, mais pas la succession simple. Voilà. Bon, parce qu'il veut... il aime bien l'idée qu'il cache qu'il y ait la génération plus jeune pour favoriser la consommation, par exemple. C'est un peu une des idées qu'il y a dans le législateur, ça. Donc voilà, l'abattement le plus connu, c'est celui-là. Alors, entre époux ou partenaires, s'il y a donation, il peut y avoir des droits. Mais en revanche, en succession, exonération totale. Alors c'est assez étrange, en vertu de ce qu'on a vu précédemment, le Pacs confère aucun droit successoraux. S'il y a des enfants et qu'on fait un testament, il y a un problème de la réserve héréditaire, etc. Donc il n'est pas du tout favorisé par la loi, pour ne pas dire autre chose. Mais en revanche, sur le plan fiscal, il est exonéré. Donc tout ce que vous léguez à votre partenaire, c'est zéro pour l'État. Cette exonération, elle vient du fait qu'à l'époque où il n'y avait pas le mariage pour tous, au nom de l'égalité, on a dit, ceux qui ne peuvent pas se marier, on va leur donner le même régime d'exonération que les époux. Voilà. Bon, après, voilà, à partir du moment où il y a le mariage pour tous, j'aurais trouvé logique qu'on enlève l'exonération du Pacs. Je n'ai pas dit que c'était une bonne idée, mais ça ne veut pas trouver ça illogique. Le problème, c'est que le Pacs aujourd'hui n'est plus utilisé, c'est pourquoi il a été conçu à l'origine. C'est pas un problème, mais c'est une évolution sociologique. Compte tenu de la place politique qu'on a, est-ce que ces chiffres risquent d'évoluer dans quel sens? Alors, ça c'est le gros problème quand j'ai des clients que je calcule, si vous faites rien, voilà combien vous coûtera la succession, je dis toujours la fiscalité constante. Ce qui, en droit français, est une aberration. S'il y a bien quelque chose que le législateur aime trafiquer au minimum tous les 5 ans, pour ne pas dire tous les ans, c'est bien la fiscalité. Donc, je dis ça tous les 5 ans parce que les réformes importantes, c'est souvent après la présidentielle. Voilà. Donc la petite musique qu'il y a en ce moment, elle vient de beaucoup d'économistes, c'est que l'essentiel de la richesse est de plus en plus hérité par rapport à la génération précédente qui a pu beaucoup plus la construire par le travail. En fait, c'est essentiellement lié à l'immobilier, tout simplement. Le problème de l'immobilier, c'est qu'il y a le logement derrière. Donc ça pose un problème social. Moi, là où je suis à Toulouse, je vois que à quel prix les maisons partent, je me dis comment font les jeunes quand même. Voilà. Donc, quand on vend, c'est très agréable, bien entendu, mais inévitablement, vous avez un changement sociologique qui s'opère et vous avez des professions intermédiaires qui sont éjectées. Alors, on n'est pas à Bordeaux encore, parce que là, c'est une catastrophe. Et Toulouse a quand même encore un immobilier raisonnable, surtout pour les appartements. Mais enfin, voilà quoi. Si toutes les professions intermédiaires doivent vivre à 40 km, je pense que les gilets jaunes qu'on a vus il y a 2 ans, on n'a encore rien vu. Parce que vous allez créer l'immobilier, c'est pour ça que c'est un sujet important. Alors, philosophiquement, il y en a qui se disent aujourd'hui, l'essentiel de la richesse se transmet, donc c'est source d'inégalité, bien entendu, importante, surtout en défaveur de ceux qui n'héritent pas, donc on va augmenter les droits de succession. Bon, le raisonnement, on va dire, je suis ni pour ni contre, mais on va dire qu'économiquement, il y a des arguments et que ça se tient. Le problème, c'est que dès que le gouvernement dit « je vais augmenter les droits de succession », vous avez toutes les classes moyennes et de nombreuses personnes qui ne savent même pas qu'ils n'en paieront pas, qui sont contre à mort. Donc il n'y a rien de plus impopulaire que d'augmenter les droits de succession. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc les Français n'en veulent pas. Après, il y a des arguments pour et des arguments contre. Donc, moi, le gouvernement actuel, en tout cas, a envisagé de les augmenter à un moment.
vous savez comment font les hommes politiques, ils lancent des idées comme ça, puis après ils regardent comment ça réagit. Bon, ça c'est quand ils ne sont pas trop sûrs d'eux. Bon, et voilà, on fait comme beaucoup d'hommes politiques aujourd'hui, mais bon, et là, en l'espèce, ça a très mal réagi quand ils ont sorti ça. Donc, à mon avis, ça ne va pas bouger. À noter qu'en 2012, donc lors du précédent président, l'abattement qui est aujourd'hui de 100 000 euros, avant il était de 159 000 et quelques. Donc ça, on peut dire que les droits de succession ont déjà augmenté. Et le rappel fiscal qui était à 10 ans, c'est-à-dire que l'abattement se renouvelle tous les 10 ans, il est passé à 15. Donc de façon faciale, il n'y a pas d'augmentation, mais en fait en pratique, oui, il y en a une, c'est évident. Bon, à l'époque, c'est bien passé, ça a été fait, la loi de finances pour 2012, donc juste après la présidentielle, je pense qu'il n'y a que là où ça aurait pu passer, et là où c'est passé. Bon, parce que le problème, là, il est évident, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier étant ce qu'ils sont maintenant à s'en ben, il faut augmenter l'abattement. Mais le raisonnement qui consiste à dire, oui, mais attendez, les prix immobiliers sont ce qu'ils sont, mais ça crée des inégalités monstrueuses, il est aussi valable. Donc, moi, je ne prends pas parti. Une chose est sûre, c'est un sujet. Ça, c'est clair. C'est un sujet. Êtes-vous sur le point de conclure? J'y suis. Allez, je vous dis juste qu'en plus de l'abattement de 100 000 euros, vous pouvez faire des dons de somme d'argent de 31 865 euros tous les 15 ans, par enfant et par donateur. Donc imaginons que vous ayez plusieurs millions d'euros, vous avez 5 enfants, et bien vous pouvez leur transmettre à chacun 131 865, puisque c'est cumulable avec celui de 100 000 euros, de somme d'argent sans avoir de droit à payer. Donc si vous faites ça x 5, vous voyez, ça fait une somme très importante. C'est pour ça que, bon, les droits de succession, si on s'organise bien, et si on anticipe bien, je ne dis pas qu'on peut tous les éviter, mais enfin, on peut beaucoup les amoindrir. Donc, mais attention, les règles, c'est donateur moins de 80 ans, donataire plus de 18 ans, et c'est tous les 15 ans. Et bon, l'assurance vie, de toute façon, je vous en ai parlé, donc je passe. Et juste pour vous dire que, et c'est la dernière diapositive, que l'assurance vie peut être malgré tout taxée à la succession. Alors, c'est dans un cas un peu compliqué, c'est-à-dire que le législateur a dit, bon, l'assurance vie, il y a une fiscalité favorable, c'est hors succession, etc. Mais si vous versez beaucoup trop d'argent à un âge relativement avancé, on va réintégrer les primes dans la succession. Donc après 70 ans, si vous versez au-delà de 30 500 euros, l'argent que vous mettez sur votre contrat d'assurance vie va être réintégré dans la succession et il va être rajouté à la part des bénéficiaires. Donc on peut dire que dans ce cas-là, c'est soumis au droit de succession classiquement. Donc l'assurance vie, si on pense à l'assurance vie pour transmettre, c'est idéalement avant 70 ans. Après, ça reste un placement. Donc vous avez 75 ans, rien ne vous empêche de faire l'assurance vie si vous avez un super contrat. Il sera toujours mieux que le livret A. Voilà. Et juste dernier point, j'ai fini. L'assurance vie, il y a un capital ensuite qui est transmis aux bénéficiaires, que vous avez indiqué, et bien qu'il soit hors succession et hors fiscalité successorale, il y a quand même une fiscalité, c'est-à-dire qu'au-dessus de 152 500 euros par bénéficiaire, il y a une taxation de 20%. C'est déjà des sommes importantes. Voilà, je vous remercie de votre attention.